Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouveau panorama de la semaine où nous allons parler de la Pologne, nous allons parler de Gaza évidemment, nous allons parler de l'islamophobie en France et de la marche du 11 mai contre l'islamophobie. Nous allons parler du deux poids deux mesures qui est insupportable dans notre République et nous allons parler de la casse sociale qui continue dans ce pays, notamment avec ArcelorMittal. Et je vous annoncerai à la fin un déplacement que je vais faire prochainement. Générique. Alors, je commence par expliquer pourquoi il n'y a pas eu de panorama pendant 3 semaines. D'abord, il y a eu 2 semaines où il y a eu une coupure parlementaire, c'est-à-dire que nous n'avions pas de texte qui passait en hémicycle. Évidemment, on continue le travail en circonscription, en se déplaçant. J'ai par exemple été à Roubaix faire un meeting pour la 6e République et pour la paix. Et puis, la semaine dernière, alors que l'Assemblée recommençait ses travaux, j'ai été absente quelques jours pour faire un déplacement en Pologne que vous avez peut-être suivi. Déplacement qui était organisé avec le soutien du planning familial et notamment de la présidente du planning familial France, Sarah Durocher, mais aussi en compagnie de Manon Aubry, qui est coprésidente du groupe de la gauche au Parlement européen. Ce déplacement, il était d'abord un déplacement de soutien et de solidarité aux femmes polonaises toujours en lutte pour récupérer le droit à l'avortement. En Pologne, l'avortement a été autorisé en 1956, donc bien avant la France et beaucoup d'autres pays. Et donc, l'avortement était libre et gratuit jusqu'à 12 semaines. Et les hôpitaux avaient même l'obligation de pratiquer un avortement lorsque les femmes demandaient à mettre fin à une grossesse. Au point que, avant 1975, donc avant que l'avortement soit légal en France, ce sont les femmes françaises qui voyageaient jusqu'en Pologne pour pouvoir disposer de leur corps et donc pouvoir mettre fin à une grossesse. Eh bien, aujourd'hui, cette solidarité s'est inversée et aujourd'hui, ce sont les femmes polonaises qui vont en France pour pouvoir avorter et bien souvent aussi sauver leur vie puisque depuis 2020, année où l'extrême droite a drastiquement réduit le droit à l'avortement au point qu'il n'y a quasiment plus aucun avortement qui sont légaux en Pologne. Il y a 7 femmes qui sont mortes en Pologne du fait de la quasi-interdiction de l'avortement. Et on voit ces solidarités qui s'inversent un peu partout là où l'extrême droite prend le pouvoir et où elle s'attaque aux droits des femmes. Par exemple, aux États-Unis de Trump, là où l'avortement, là aussi, est interdit dans beaucoup d'États, eh bien, ce sont les femmes mexicaines qui font passer les pilules abortives clandestinement par la frontière pour aider les femmes états-uniennes. Donc, la première chose que nous voulions faire, c'était soutenir les militantes d'un collectif et d'une association qui s'appelle Abortion Dream Team. Et ce collectif a ouvert la première clinique, qui est du coup illégale, pour l'avortement, qui est juste en face du Parlement polonais. Et elles se battent pour récupérer le droit à l'avortement et récupérer le droit à la contraception d'urgence, qui a lui aussi été fortement restreint. Il faut se rendre compte qu'on parle vraiment d'une législation qui est une des plus restrictives en Europe, puisqu'on parle par exemple d'un pays où même lorsque le fœtus a une malformation et donc n'est pas viable, eh bien les femmes sont forcées d'attendre la fin de la grossesse pour devoir accoucher d'un nourrisson qu'elles regardent agoniser. Voilà de quoi nous parlons. Nous avons fait avec le planning familial une action de solidarité qui a consisté à amener 135 à peu près pilules abortives et 150 contraceptions d'urgence qui permettront concrètement à des femmes de sauver des vies et d'arrêter des grossesses lorsqu'elles ne le désirent pas. Parce qu'à chaque fois qu'on s'en prend au droit à l'avortement, la seule conséquence, c'est des avortements non sécurisés qui peuvent mener à la mort. Voilà ce qui se passe en Pologne. Je vous en dis pas plus parce qu'on va vous faire un vlog. En tout cas, ça nous a donné beaucoup de force d'aller là-bas. D'abord pour elles, pour les femmes polonaises et militantes qui se battent dans des conditions très compliquées, à la fois avec des menaces de mort, avec de l'acide qui est jeté régulièrement devant la clinique qu'elles ont ouverte et avec par exemple des médecins qui pratiquent pourtant les rares avortements légaux qui restent, qui ont par exemple, dont une a été récemment séquestrée avec des gens qui priaient autour, avec des antidroits qui essayent ainsi de menacer les soignants qui pratiquent ces avortements. Donc je vous laisserai regarder le vlog, j'espère que ça vous a donné envie. En tout cas, ce sont aussi dans ces actions de solidarité concrètes qu'on montre que partout,
nous ne laisserons pas les droits des femmes se faire détruire et que les Polonaises récupéreront le droit à l'avortement, puisque 83% des Polonais et des Polonaises sont favorables au droit à l'avortement. Et je veux évidemment remercier celles et ceux qui, par leur contribution, nous ont permis d'apporter des pilules. Et il se trouve que nous avons encore un peu d'argent de cette contribution qui nous permettront de leur redonner encore des pilules et donc de continuer ces liens de solidarité que nous continuerons dans tous les cas avec ces militantes. Ensuite, je continue par ce qui s'est passé cette semaine, qui devrait faire la une de tous les médias, qui est dramatique. C'est la décision qu'a pris le cabinet de Netanyahou de faire la conquête, je reprends leurs mots, de Gaza, c'est-à-dire d'accomplir le plan de Trump dont il a parlé à de multiples reprises, de vider la bande de Gaza des Palestiniens. Cela s'appelle un nettoyage ethnique. Et tous ceux qui disent qu'ils ne savaient pas ne pourront jamais dire qu'ils ne savaient pas. Parce que, notamment, nous avons à de multiples reprises alerté sur ce qui était en train de se passer. C'est la phase ultime du génocide que nous sommes en train de voir sous nos yeux. En décembre 2023 déjà, alors que déjà en novembre 2023, je rappelle que certains des ministres de Netanyahou expliquaient qu'ils combattaient des animaux humains. Or, la déshumanisation est le propre du génocide. En décembre 2023, il y avait déjà un autre ministre de Netanyahou qui déclarait que l'émigration volontaire doit parfois être imposée avant d'être consentie, et son collègue Smotrich, autre ministre dont nous avons souvent parlé, déclarait qu'il resterait 100 000 habitants à Gaza à la fin de la guerre. Je rappelle qu'il y avait au départ 2,3 millions de Palestiniens dans l'enclave de Gaza. Au même moment, Netanyahou, nous sommes toujours en décembre 2023, déclarait que son objectif était de réduire la population de Gaza à son minimum. Le 21 mars dernier, 2025, une administration chargée du transit volontaire des habitants de Gaza a été créée. Début avril, Netanyahou a redit « Nous ne nous cachons pas, c'est bien notre plan, celui de vider la bande de Gaza de ses habitants ». Et depuis 2 mois, nous observons un blocus absolument total qui fait qu'aucune goutte d'eau, aucune nourriture, aucun médicament, rien ne rentre dans l'enclave de Gaza et avec donc une famine qui est utilisée comme arme de guerre. Nous assistons donc non seulement à un génocide, mais une tentative de nettoyage ethnique en envoyant les Palestiniens à la fois vers l'Égypte et la Jordanie, aujourd'hui menacés par Trump de couper les subventions qui leur sont données s'ils n'acceptent pas les Palestiniens. Et je le redis, ceux qui ne disent rien face à ce génocide seront coupables devant l'histoire parce que toutes les preuves étaient là depuis le début et toutes les instances internationales alertent sur le génocide qui est en cours et que les puissants du monde entier laissent continuer dans une indifférence qui est aujourd'hui quasi totale si les peuples ne manifestaient pas chaque semaine pour redire leur soutien au peuple palestinien. Je le dis d'autant plus que, alors qu'ils annoncent qu'ils prennent la décision lundi matin de cette semaine de partir à la conquête de Gaza, ils indiquent en plus, avec une indécence totale, qu'il y aurait suffisamment à manger à Gaza. Or, là aussi, toutes les instances internationales, toutes les associations disent que la famine est en train de tuer des gens à Gaza. C'est-à-dire que les Palestiniens ne sont pas seulement tués par les bombes, par les bombardements, ils sont aussi tués directement par la famine, par le manque d'eau. Et donc, il faut impérativement mettre hors état de nuire Netanyahou. Cela commence évidemment par reconnaître l'État de Palestine. Lorsque vous avez Emmanuel Macron qui indique qu'il faut attendre juin peut-être pour pouvoir reconnaître l'État de Palestine, si telle condition est remplie, nous ne sommes pas d'accord. S'il y a un moment où il faut reconnaître l'État de Palestine, c'est urgemment maintenant. D'autres pays, notamment notre voisin l'Espagne, l'ont d'ores et déjà fait. La plupart des pays du monde l'ont déjà fait. Il faut reconnaître l'État de Palestine. La deuxième chose, il faut des sanctions à l'encontre de Netanyahou et notamment la suspension de l'accord d'association entre l'Union européenne et Israël, ce que nous n'arrêtons pas de demander. Et la troisième chose, c'est qu'il se trouve que le président de la République n'a jamais répondu à une lettre que je lui ai adressée et que d'ailleurs les juristes pour le droit international lui ont aussi adressée, qui demandait à ce que on puisse avoir qui demandait qui avait autorisé l'avion de Netanyahou à survoler l'espace aérien français en violation des engagements internationaux de la France, puisque, je le rappelle, Netanyahou est poursuivi par un mandat d'arrêt de la Cour pénale internationale. Et que cet avion, selon les sources diplomatiques et journalistiques, donc nous savons qu'il a survolé l'espace aérien français, nous savons que cet avion a fait
400 km de détour pour ne pas passer au-dessus des Pays-Bas, de l'Irlande ou de l'Islande qui, eux, disaient qu'ils allaient appliquer le droit international et donc arrêter Netanyahou s'il passait au-dessus de leur pays. Donc, cette autorisation n'a pu avoir lieu qu'à un très très haut niveau et probablement par Emmanuel Macron lui-même. Nous continuons d'exiger des réponses sur cette question. Et je le dis d'autant plus que vous avez un document qui a été publié par Israel News Today qui probablement dans le futur sera étudié dans des écoles pour montrer comment organiser la famine d'une population civile en essayant d'éviter et d'échapper aux tribunaux internationaux. Dedans, vous trouvez un compte-rendu de ce qui s'est dit dans le cabinet de sécurité israélien réuni dans la nuit du dimanche au lundi 5 mai 2025, donc le moment où ils ont décidé notamment de la conquête de Gaza. Ben-Gvir, vous savez, qui est un ministre de la sécurité d'Israël, qui est celui qui a été déjà inculpé plus de 50 fois dans à la fois des incitations à la haine, mais aussi des appels à la violence, qui a été condamné pour incitation au racisme et soutien à des groupes terroristes. Ben-Gvir commence par dire dans ce cabinet « Je ne comprends pas pourquoi nous devons leur fournir une aide humanitaire, en parlant des Palestiniens. Ils ont suffisamment de nourriture, nous devrions bombarder les stocks alimentaires du Hamas. » Ce à quoi le chef d'état-major répond « Ces idées nous mettent en danger. » Ben-Gvir continue, monsieur le chef d'état-major, nous n'avons aucune obligation légale de leur fournir de la nourriture. Ceux contre qui vous vous battez en ont suffisamment. Le Premier ministre Netanyahou, s'adressant au chef d'état-major plutôt qu'à Ben-Gvir, dit « Les ministres ont le droit d'exprimer des opinions contraires à celles des officiers. » Et le chef d'état-major dit « Vous ne savez pas de quoi vous parlez. Vous mettez tout le monde en danger. Il existe un droit international. Nous sommes tenus de le respecter. Nous ne pouvons pas affamer la bande de Gaza. Vos propos sont dangereux. » Dangereux, vous l'entendez, dangereux car il pourrait nous mener directement sur les bancs de tribunaux internationaux. Et c'est exactement là qu'ils devront finir. Le Premier ministre Netanyahou dit à ce moment-là, « Excusez-moi, chaque ministre est ici libre d'exprimer sa position. Vous pouvez dire que vous n'êtes pas d'accord. Si les ministres tiennent des propos contraires à la loi, c'est au procureur général de leur en rappeler les limites. » À ce moment-là, la procureure générale prend la parole et dit « Conformément au droit, Israël est tenu de permettre l'acheminement de l'aide humanitaire. » Le secrétaire du cabinet dit à ce moment-là « Pour plus de clarté, aucun ministre n'a proposé de les affamer. » Voilà comment, en fait, en proposant de les affamer, ce qu'ils sont en train de faire depuis 2 mois avec un blocus, ils organisent le compte-rendu d'une réunion du cabinet de sécurité israélien pour, devant les tribunaux, montrer qu'ils ne tentaient pas d'affamer une population tout entière. Voilà ce qui est en train de se passer, voilà ce que nous ne laisserons pas faire, et nous ne le laisserons d'autant pas faire qu'au moment même où se passe cette phase ultime du génocide, qui est affichée aux yeux du monde entier, dont personne ne pourra dire qu'il en ignorait les raisons et ce qui était en train de se passer. Eh bien, à ce moment même, Emmanuel Macron non seulement décide de ne pas reconnaître l'État de Palestine, mais décide d'acter qu'il veut dissoudre à la fois Urgence Palestine, donc les rares voix palestiniennes qui existent en France, qui manifestent chaque semaine à nos côtés contre le génocide du peuple palestinien, mais aussi la Jeune Garde, qui mène des actions antifascistes qui ont permis notamment de fermer des dizaines de locaux fascistes qui existaient dans ce pays et qui sont absolument indispensables pour organiser la riposte face à l'extrême droite qui ne cesse de s'organiser et qui est chaque jour plus violente. Vous avez depuis quelques années dans ce pays, le 1er mai, un syndicaliste CGT qui a été agressé et tabassé par le GUD dont personne n'a parlé. Et évidemment, le gouvernement n'a rien fait. Un militant CGT qui a été poignardé par les fachos en plein Paris, qui était cagoulé et armé, et qui ont crié « Paris est nazi ». Le gouvernement n'a non seulement pas condamné, mais il n'a rien fait. Vous avez à Romans-sur-Isère, rappelez-vous, des ratonnades qui avaient été organisées. Le gouvernement n'a rien fait. Et vous avez le meurtre islamophobe d'Aboubacar Cissé. Et là aussi, le gouvernement a mis 48 heures à réagir et aujourd'hui ne fait rien si ce n'est essayer de dissoudre ceux qui luttent justement contre l'extrême droite. Donc plutôt que de lutter contre le racisme, ils préfèrent s'attaquer aux antiracistes. Plutôt que de s'attaquer à l'extrême droite, ils préfèrent s'attaquer à ceux qui justement défendent la démocratie et les libertés fondamentales face à cette même extrême droite. Et je vais vous dire, ces dissolutions, si vraiment elles sont confirmées, serait un grave problème pour l'état de droit dans ce pays. Parce que dans ce pays, nous sommes dans une république dans laquelle il y a ce qu'on appelle la liberté d'association.
Et nous ne sommes pas d'accord pour que de manière autoritaire, comme le fait le gouvernement, après avoir utilisé je ne sais combien de 49.3, notamment pour imposer le vol de 2 ans de vie à tout un peuple, avec un gouvernement qui n'a eu de cesse de réprimer tous les mouvements sociaux de ce pays, des manifestations sur les retraites, jusqu'au soulèvement de la terre, notamment à Sainte-Soline contre les méga-bassines, jusqu'aux gilets jaunes, et qui a été multi-condamné par les instances internationales, nous ne laisserons pas faire cette dissolution qui est là aussi indigne de notre pays. Ça sera une des batailles que nous continuerons. Et il y a eu beaucoup de monde qui s'est rassemblé cette semaine pour dire que nous n'accepterons pas ce nouvel épisode de l'autoritarisme. Je fais juste un point quand même sur l'assassinat islamophobe qui a eu lieu le 25 avril dans notre pays. Aboubacar Cissé avait 22 ans. Il a été tué alors qu'il priait à l'aube dans une mosquée. Il a été assassiné parce que musulman, dans un lieu de culte musulman. Et à ce crime et à cet assassinat islamophobe s'est rajouté l'injustice d'une république silencieuse. 48 heures pour que les ministres réagissent. Ensuite, un ministre de l'Intérieur qui décide qu'il n'annulera pas son meeting pour un meurtre islamophobe qui a été commis dans le pays. Un ministre de l'Intérieur qui, sous la pression populaire et sous l'émotion du pays, finit par se rendre à Alès, à 14 km de la mosquée, et n'a même pas la décence de franchir ces 14 km pour aller se recueillir à l'endroit même où Aboubacar Cissé a été tué de plus de 50 coups de couteau. Et ensuite, à l'Assemblée nationale, la semaine dernière, une bataille que nous avons menée pour mendier 1 minute de silence de la part de la représentation nationale que Yaël Braun-Pivet nous avait d'abord refusée. Nous l'avons obtenue, et lorsque nous l'avons obtenue, le Rassemblement national s'est mis avec nombreux de ses députés à l'extérieur de l'hémicycle pour ne pas être présent lorsque normalement la représentation nationale, au nom du pays tout entier, rendait hommage à un jeune homme de 22 ans qui a été tué du fait de sa religion. Ce qui est en train de se passer dans le pays est extrêmement grave. Et je le dis, il y a des responsabilités à la fois de médias, notamment de médias détenus par Bolloré. Je pense à CNews qui, par exemple, a réussi l'exploit de mettre sur ses bandeaux 334 fois le mot islam sur 365 jours d'une année, a réussi l'exploit de mettre le mot immigration 328 fois dans l'année sur 365 jours, et une responsabilité immense d'un gouvernement qui ne cesse d'agiter, là aussi, du racisme et de faire croître l'islamophobie dans ce pays. Nous ne serons jamais d'accord avec le fait d'avoir un ministre de l'Intérieur qui dit devant des milliers de personnes à un meeting « à bas le voile ». Parce qu'en disant « à bas le voile », il met en danger les musulmanes de ce pays, les musulmans aussi, mais particulièrement les musulmanes. Lorsque vous avez je ne sais combien de propositions de loi qui sont débattues sur « faudrait-il interdire le voile dans le sport ? Faudrait-il interdire le voile dans les sorties scolaires ?» Lorsque vous avez un président de la République qui ose dire que le problème de l'hôpital public, c'est qu'il y a trop de Mamadou. Ou encore, une des dernières lois qui est passée sur l'école, qui n'était pas sur les accompagnants d'élèves en situation de handicap, pas sur le nombre de professeurs, pas sur les professeurs non remplacés, pas sur le nombre d'élèves par classe, mais sur l'interdiction de l'abaya, comme si c'était la grande urgence du moment et qui, comme d'habitude, ne vise qu'une chose, c'est-à-dire stigmatiser encore et toujours les musulmans et les musulmanes de ce pays. Nous ne serons jamais d'accord avec cela. Et c'est pourquoi il faut sortir en nombre le 11 mai, partout dans le pays, pour dire que nous serons toujours le rempart à la haine, que nous refuserons toujours, que lorsqu'il y a ainsi quelqu'un qui est pris à partie pour sa religion, nous serons toujours à leur côté pour dire nous refusons de nous laisser diviser. Nous sommes les gardiens de l'unité du peuple français. Ce qui est en train de se passer dans notre pays est trop grave. C'est trop important et il faut maintenant faire tomber d'urgence ce gouvernement, en commençant par Retailleau, parce que ces gens sont des irresponsables incendiaires qui ne cessent de faire monter des idées racistes et de faire monter l'extrême droite. Et je vais même vous dire, puisqu'ils ne cessent de nous accuser sans cesse d'antisémitisme pour juste défendre le peuple palestinien contre le génocide, ceux qui font monter l'antisémitisme dans ce pays sont justement ce gouvernement et l'extrême droite, qui ne cessent de solidariser les personnes juives avec un gouvernement d'extrême droite, celui de Netanyahou, qui est un gouvernement génocidaire. Et ce sont ceux qui solidarisent nos concitoyens juifs avec un gouvernement génocidaire qui les mettent justement en danger. Nous serons toujours aux côtés de celles qui seraient prises à partie pour leur religion, leur couleur de peau, leur genre ou leur orientation sexuelle. Ce qui se joue le 11 mai est primordial.
c'est la question de l'unité du peuple français. Et évidemment, nous en serons. Et c'est d'autant plus important que la semaine prochaine, nous avons une étape qui est primordiale dans la commission d'enquête que nous avons gagnée, notamment par le travail de Paul Vannier, qui est co-rapporteur de cette commission d'enquête, qui est la commission d'enquête sur Betaram. Parce que tout le monde comprend qu'il y a un problème de 2 poids 2 mesures. Lorsque vous voyez que le lycée sous contrat musulman Averroès, dont le contrat a été cassé et dont le tribunal a dit qu'il avait été victime d'un traitement discriminatoire et qu'il n'y avait pas lieu de casser le contrat d'association avec l'État. Et que la ministre de l'Éducation, Madame Borne, explique qu'elle va faire appel de cette décision. Averroès qui a eu 14 contrôles en 2 ans. Quand Betaram, donc établissement sous contrat catholique avec l'État, a eu lui, en 30 ans, 0 contrôle. Et le dernier contrôle date de 1996 et il a été entièrement bâclé. L'inspecteur avait même reçu une lettre du prêtre directeur de Betaram conclue par « Une fois encore, merci pour ce que vous avez fait pour que Betaram vive ». Voilà de quoi nous parlons. Ce 2 poids 2 mesures est insupportable dans notre République et nous ne l'accepterons jamais. Et lorsque nous parlons de plus de 200 plaintes aujourd'hui à Betaram, d'anciens élèves qui se plaignent de violences, d'abus sexuels, de violences sexuelles et de viols, je crois que tout le monde comprend qu'il y a un problème de 2 poids 2 mesures qui n'est pas acceptable, là encore, dans notre pays. Et donc, nous avons par exemple appris que Stanislas, sur lequel il y avait eu de nombreuses révélations aussi, collège catholique scolarisant des enfants de ministres, de PDG du CAC 40, avait eu une inspection suite au scandale qui avait été fait sur des propos homophobes, sur des propos sexistes, sur des propos racistes qui avaient été tenus au sein de l'établissement. Eh bien, il se trouve que nous avons appris, grâce à la commission d'enquête notamment, que le rapport d'inspection qui avait été fait sur Stanislas a été modifié pour effacer justement les propos homophobes qui s'y tenaient, les propos racistes qui s'y étaient tenus, et donc faire en sorte qu'il n'y ait aucune conséquence sur le contrat d'association. Le contrat de Betaram court toujours, pendant que Madame Borne, elle, fait appel sur le contrat du lycée musulman Averroès. C'est insupportable. Et je le disais, la semaine prochaine, il y aura un moment important, puisque M. Bayrou sera interrogé dans le cadre de la commission d'enquête, et il va devoir répondre des mensonges qu'il a maintes fois répétés devant la représentation nationale pour dire qu'il ne savait rien et surtout pour expliquer pourquoi il n'a rien fait pour protéger des enfants, non seulement les enfants à l'époque où il était ministre de l'Éducation, où il était président du Conseil général, c'est-à-dire en charge de la protection de l'enfance, mais il ne l'a pas protégé derrière des générations d'enfants, puisqu'il y a des plaintes pour violences sexuelles qui datent jusqu'en 2024. Voilà de quoi nous parlons. Il devra répondre de ces actes. Et je vous assure que nous continuerons de toutes nos forces à dire que M. Bayrou doit démissionner et qu'il faut faire tomber urgemment ce gouvernement qui est dangereux pour l'unité de notre pays. Alors, il est d'autant plus dangereux que derrière, la casse sociale continue. Et je suis très fière que les Insoumis aient pris toute leur part dans le 1er mai partout dans le pays, aux côtés des syndicats, avec plus de 300 000 personnes qui ont manifesté dans de nombreuses villes partout en France. Avec des revendications qui ont été complètement invisibilisées dans le débat public, notamment sur l'augmentation des salaires, les moratoires sur les licenciements qui ne cessent de continuer, le conditionnement des aides publiques puisqu'on distribue des milliards d'aides publiques qui servent généralement uniquement à verser des dividendes aux actionnaires puisque la France est aujourd'hui championne d'Europe du versement de dividendes aux actionnaires et qui donc servent en plus à détruire de l'emploi. C'est ce qui est en train de se passer avec un cas emblématique, ArcelorMittal. Nous continuons de demander la nationalisation de Vancorax, vous vous en rappelez, Vancorax sur lequel 6 000 emplois sont en jeu et qui est juste un enjeu sur la dissuasion nucléaire française, donc dont nous avons impérativement besoin. Et bien là, avec ArcelorMittal, nous sommes sur un scandale qui est aussi énorme puisque nous parlons de 15 000 emplois qui sont en jeu et des dizaines de milliers d'autres si on prend en plus tous les emplois qui sont induits derrière et avec derrière une question de réindustrialisation qui est posée, car si nous ne produisons plus d'acier en France, alors derrière, c'est par domino tout le reste de l'industrie française qui va tomber. Alors ArcelorMittal annonce qu'ils vont supprimer 600 postes, et ce, alors qu'ils ont reçu en 2023 juste 300 millions d'euros d'aide publique, que l'État a promis d'investir 850 millions dans ArcelorMittal, et qu'ils ont versé en 4 ans 10 milliards d'euros aux actionnaires. Donc, encore une fois, ils proposent de licencier avec votre propre argent. Il se trouve que ArcelorMittal vient déjà d'une nationalisation, et donc, nous exigeons la nationalisation d'ArcelorMittal pour pouvoir faire en sorte de sauver non seulement ses emplois,
ses savoir-faire, mais aussi l'industrie française. Je rappelle que depuis que Macron a été ministre sous François Hollande, il y a 15 000 emplois industriels qui ont été supprimés en France depuis 2014 et qu'il y a cette année, pour la première fois depuis le Covid, plus de fermetures d'usines que d'ouvertures d'usines, ce qui est évidemment catastrophique. Donc, nous continuons d'exiger la nationalisation d'ArcelorMittal et nous serons à leur côté lorsqu'ils monteront à Paris le 13 mai. Je termine par vous dire que d'ici la fin de la semaine, je vais effectuer un déplacement avec Bastien Lachaud pour me rendre en Nouvelle-Calédonie-Kanaky. Rappelez-vous, il y a exactement un an, le gouvernement et l'État étaient passés en force sur une loi du dégel du corps électoral. Or, la Nouvelle-Calédonie-Kanaky est un territoire sur lequel le fait colonial a été reconnu et donc sur lequel il y a eu un processus entre les accords de Matignon puis les accords de Nouméa, un processus de paix civile de 30 ans suite aux événements qui avaient coûté la vie à 70 personnes en 1984. Eh bien, lorsqu'ils ont voulu passer en force, au détriment de tout ce qui avait été fait pour la paix civile depuis 30 ans, ils ont provoqué des émeutes dont la responsabilité revient entièrement à Emmanuel Macron et à son gouvernement, qui ont provoqué la mort de 14 personnes en Nouvelle-Calédonie-Kanaky. Et aujourd'hui se tiennent les discussions très importantes sur l'avenir institutionnel de la Nouvelle-Calédonie. Nous serons donc en Nouvelle-Calédonie-Kanaky juste un an après le passage en force de l'État, d'abord pour faire un bilan de la situation économique, sanitaire et sociale du pays qui est catastrophique, mais aussi pour faire le tour de l'ensemble des acteurs sur l'avenir institutionnel de la Nouvelle-Calédonie-Kanaky. Donc c'est un déplacement très important que nous allons effectuer et évidemment, je vous le raconterai juste quand il se sera passé. Force à vous et excellente semaine à vous et suivez bien. Le 11 mai, on manifeste. Le 14 mai, on suit l'audition de François Bayrou qui peut-être le fera tomber avec son gouvernement, en tout cas je l'espère, et qui permettra surtout que plus jamais des bêta-rames ne puissent exister dans ce pays. Et le 13 mai, on est aux côtés d'ArcelorMittal. Et j'ai oublié de vous dire, mais le 17 mai, il y a évidemment une nouvelle manifestation pour la Palestine. Et au vu de ce que je vous ai raconté, c'est évidemment un moment très important où il faut que nous soyons en nombre pour dire que nous refusons qu'un génocide ait lieu devant nos yeux. Force à vous!